bonjour. Alors, vous savez, je suis ergothérapeute. Je pense que la majorité des gens connaissent ça. L'ergothérapie, dans le fond, c'est ramener la personne à la fonction. Donc, aujourd'hui, la demande que j'avais, c'est de faire un parallèle entre les travaux qu'on a fait sur la marge de manœuvre en réadaptation au travail et le concept, justement, d'environnement capacitant. En fait, au lieu d'essayer de faire une intégration, j'aimerais mieux faire un parallèle parce que pour les gens en réadaptation, l'environnement capacitant, c'est toujours un des objectifs comme tel. Donc, on fait toujours des travaux pour amener l'individu à être dans son environnement et à être fonctionnel dans le fond. Donc, alors, nos travaux, ça s'inscrit toujours comme ça. Dans nos modèles conceptuels à nous, en réadaptation, il y a eu un premier modèle, et c'est intéressant d'essayer de regarder ça ensemble. On avait parlé du modèle de processus du handicap. Et là, on parle du modèle de processus du handicap au travail. Ce modèle-là, ça a été développé par Foutgeroulas en 89, qui est un anthropologue, et qui dit finalement, on n'est pas handicapé. On est seulement handicapé si l'environnement nous rend handicapés. Donc, pour deux personnes qui ont des limitations, dans un environnement, tu vas être handicapé et dans l'autre, tu ne le seras pas. Alors, tout ça, ça l'a vraiment donné naissance un peu à la partie réadaptation au travail au Québec, en se disant, est-ce qu'on peut faire de la réadaptation en tenant compte des environnements réels de travail? Donc, non pas comme il y a eu une école de pensée longtemps où on reproduisait en clinique les environnements, mais à essayer de travailler sur les environnements réels. La pratique en réadaptation a été longtemps, je vous dirais, pratique de réadaptation au travail, et moi-même, j'ai enseigné ça, a été de simuler en clinique les postes de travail. Donc, j'avais un camionneur de poids lourd et j'essayais de faire le camion dans ma clinique. Alors, vous voyez un peu la difficulté. Pour découvrir plusieurs années plus tard que, finalement, l'inférence sur la reprise du travail était nulle, à part que ça avait coûté assez cher au système. Donc, à partir du moment où la réadaptation au travail se positionne d'aller dans les environnements réels, en se disant, je vais jouer sur les environnements pour qu'ils soient capacitants. On a eu ce premier modèle-là et on a eu un deuxième modèle qu'on a développé en 2003-2005 avec l'équipe de Patrick Loisel pour dire finalement les troubles musculo-squelettiques, leur difficulté à reprendre le travail, elle n'est pas liée uniquement à la maladie ou aux incapacités, mais même l'incapacité au travail, elle est produite par différents systèmes de l'environnement. Et là, à ce moment-là, c'était extrêmement nouveau. Et là, vous voyez sur la diapo, on a 3 environnements. On a l'environnement de l'individu en vert, bon, donc la maladie, ses craintes et tout. Mais on a 3 autres environnements qui est en rouge, l'environnement médical. Comment le système médical peut maintenir l'incapacité. Donc, par exemple, les délais d'attente, les discours divergents. Comment en jaune, les systèmes d'indemnisation pourraient aussi maintenir l'incapacité. On pense aussi à des complexités au niveau légal et tout ça. Et l'environnement réel de travail, en bleu, comment celui-ci aussi peut maintenir l'incapacité. Alors là, on va parler, par exemple, de difficulté d'avoir des postes allégés, d'avoir des gens dans l'entreprise qui disent, si tu reviens au travail, il faut que tu sois 100%, sinon on ne revient pas. Donc, vous voyez que, finalement, l'environnement, c'est pas juste l'environnement de travail, mais c'est l'environnement aussi des systèmes qui peuvent créer à maintenir l'incapacité au travail. Donc, on a fait ce modèle-là par rapport aux troubles musculo-squelettiques qu'on a utilisé pendant de nombreuses années et actuellement, on le transpose à la santé mentale et on retrouve des facteurs qui sont communs entre les deux systèmes. Donc, on part de 2 choses. On part du processus de handicap de Foutgeroulas et du modèle d'incapacité au travail. Les travaux qu'on a faits, on a débuté en 95 à faire quelque chose qui, à ce moment-là aussi, était nouveau. On faisait un diagnostic de la situation de handicap au travail. Donc, au lieu de regarder juste l'individu, quelles sont ses incapacités, sa douleur et tout, on a dit, on va aller chercher justement dans les différents systèmes les facteurs de risque qui font que l'individu va être en incapacité au travail ou va être en non-retour au travail. Donc, on a développé ça en 95. Donc, ce qu'on avait fait à ce moment-là, on avait fait une recension des écrits, on avait pris tous les facteurs de risque et on est allé voir aussi des experts pour savoir, selon eux, quels étaient les obstacles au retour au travail. Alors,
On a fait ça, ce type d'évaluation-là est utilisé beaucoup dans les centres de réadaptation au Québec pour la réadaptation au travail. Ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a fait exactement la même démarche, mais avec les troubles de santé mentale communs, donc la dépression, le burn-out, et on a listé également les facteurs de risque d'incapacité au travail. Donc, ce que ça nous donne, ça nous donne une entrevue dirigée qu'un intervenant, et dans notre pratique de clinique, on avait une ergothérapeute et un ergonome qui interviewaient finalement les gens pour essayer de voir comment l'environnement crée l'incapacité et sur quels facteurs on peut agir. Donc, vous voyez que tout ça, ça va très bien avec le parallèle d'environnement capacitant ou incapacitant. Parce que dans le fond, on parle d'environnement capacitant, mais on pourrait parler d'environnement incapacitant dans la même optique. Pour la marge de manœuvre, ce qu'on a fait dans les années aussi début 2000, on avait développé, vous vous souvenez, le modèle Prévicap, donc le programme Prévicap, qui est un modèle de prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Et on avait dans ce modèle-là 3 boîtes finalement théoriques. On agissait sur le reconditionnement physique et mental de l'individu en absence. On agissait sur, en jaune, l'action concertée, que tout le monde aille dans le même sens. Et on agissait sur la boîte verte, qui était la réduction des contraintes environnementales dans le travail réel. En fait, à ce moment-là, comme vous le savez, on pensait qu'il s'agissait principalement, comme Denis a dit, de l'approche de diminution des contraintes. On voulait enlever les facteurs de risque dans le milieu de travail. On s'est rendu compte que cette portion-là était très petite et qu'il y avait énormément de choses à faire dans l'environnement de travail qui n'étaient pas du tout de cet ordre-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est ouvrir cette boîte-là verte et avec Nicole et tout, on a fait des travaux pendant plusieurs années. Pour vous remettre en tête un peu le programme Prévicap, c'était un programme où les gens partageaient leur temps entre la clinique, qui est en couleur peau ici, et en bleu au travail. Donc, on a des gens qui sont chroniques, qui ont 10 mois d'absence du travail, qui reviennent en clinique, et là, progressivement, au cours de 12 semaines, on va les amener à aller de plus en plus au travail. Donc, il y aura à ce moment-là, pour rendre l'environnement compatible, le rôle de l'ergothérapeute qui va aller dans le milieu de travail et le rôle de l'ergonome également qui va aller dans l'environnement de travail. Donc, c'est des gens qui sont en situation de handicap. Ce ne sont pas des handicaps permanents, c'est des situations de handicap. Donc, il est très clair que si on ramène quelqu'un qui a été blessé pendant l'activité de travail, on le ramène, il y a des choses à faire pour qu'il n'y a pas une nouvelle blessure. Donc, vous voyez ici la progression, et quand on avait des troubles musculo-squelettiques, c'est à peu près une moyenne de 12 semaines qu'on avait. On a fait la même expérience avec les gens en santé mentale, et le processus est un peu différent et beaucoup plus long. Donc, on a une exposition progressive au travail, on veut que ça soit compatible. Alors, ce qu'on a entrepris dans les années 2001, c'est vraiment l'analyse de la boîte verte, puis l'analyse aussi de quand on fait des expositions progressives comme ça, qu'est-ce qu'on fait au niveau du travail pour que ça soit sain pour le travailleur et aussi pour atteindre la production attendue par le milieu de travail. Donc, vous voyez, 2001-2004, on a eu 4 projets jusqu'en 2012 avec les mêmes chercheurs et des financements multiples, autant l'IRSST que le FRSQ et les Instituts canadiens en recherche. Et là, l'idée de ça, c'est de rendre explicite comment on peut rendre le travail compatible avec un retour progressif et le rendre l'individu fonctionnel dans son environnement. C'est la nature même de l'ergothérapeute de faire toujours ce travail-là, et les ergothérapeutes, effectivement, font ça, la compatibilité environnement-personne, mais en fait, c'était pas très explicite sur comment on fait ça quand on va toujours dans des environnements variés et qu'on a très peu de temps pour le faire. Donc, vous voyez, c'est tout ça, là, la problématique qu'on a eue. Alors, la première chose qu'on a découvert avec nos intervenants experts, c'était que le postulat que si les exigences égalent les capacités de travail, s'il y a un équilibre entre les deux, on peut laisser la personne dans son environnement de travail et elle va être en santé. Ce qu'on a découvert, c'est que non. Ce qui était compris par les thérapeutes, c'était qu'il fallait qu'il y ait un écart entre les capacités et les exigences pour que l'individu soit capable de faire face à la variation des exigences et aussi la variation de ses capacités. Donc, on a travaillé sur ce concept-là d'écart entre ces deux choses-là.
pour découvrir finalement que les thérapeutes nous parlaient de coussins, écarts, marge, réserve fonctionnelle, et avec le travail avec Nicole Vézina pour arriver à dire, bien, peut-être que ce coussin-là, pour que l'individu soit dans son environnement et bien, ça correspond au concept de marge de manœuvre utilisé en ergonomie. Alors, grande surprise pour nous, ergothérapeutes, on n'avait pas ce concept-là en tête. Et là, on a transposé un peu le concept de marge de manœuvre, qui est souvent vu comme la marge de manœuvre à un poste de travail, mais on l'a vu comme marge de manœuvre thérapeutique. La marge de manœuvre, ça revient un peu aux présentations qu'on a eues, à savoir que c'est la liberté dont dispose un travailleur pour utiliser différentes façons de travailler pour rencontrer ses objectifs de production et en restant en santé. Donc, tantôt, on a parlé de liberté, on a parlé de choix, on a parlé de ressources. On est tous dans la même famille comme telle. On a pris le modèle ici de Guérin qui a été adapté par Nicole Vézina. Donc, vous voyez ce modèle-là, dans le fond, il y avait des grandes catégories. Et à ce moment-là, quand on a commencé les projets de recherche, on a tenté de voir qu'est-ce qu'il y avait dans chacune de ces boîtes-là. Et là, on a eu un petit peu de difficulté parce que les concepts, finalement, étaient comme un peu flous. Et nous, on voulait aider les gens à faire cette démarche-là. Donc, ça a été une première chose de faire des définitions un peu de ce qu'on va retrouver dans chacune des catégories. Ce qu'on a découvert en suivant des travailleurs qui retournaient au travail progressif en fonction, là, je vous disais, là, du bleu là, et la progression, c'est que dans le fond, dans un processus de réadaptation au travail, pour arriver à quelqu'un qui reprend son travail et qui n'est pas à risque, on a découvert qu'il y avait 4 types de marge de manœuvre. La marge de manœuvre initiale, c'est la marge de manœuvre avant l'accident ou avant la maladie. Donc, c'est comment tu fonctionnes dans ton environnement. Quand tu es en maladie, tu n'as plus aucune marge de manœuvre. Et quand tu reviens en réadaptation et tu n'as pas encore d'exposition au travail, les cliniciens se forgent dans leur tête une espèce de projection de la marge de manœuvre, ce qu'on appelle la marge de manœuvre potentielle. Mais dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est les flèches que vous voyez ici, là, les petites flèches jaunes. C'est le concept de marge de manœuvre thérapeutique. À chaque fois que je vais exposer mon travailleur au travail, je me dois de construire une marge de manœuvre thérapeutique. Thérapeutique dans quel sens? Elle est thérapeutique parce qu'elle correspond à une marge de manœuvre, donc j'ai des moyens, des exigences que je peux utiliser pour réguler, mais elle va me permettre aussi d'être en sécurité et je vais la co-construire tout au long du processus. Donc, vous voyez ici, là, l'illustration, on voit que la marge de manœuvre change constamment quand on est en processus d'exposition. Donc, on va changer les ressources, on va changer les exigences et on va tenter d'aller ici à la marge de manœuvre finale. Alors, tout ça, en ergothérapie, on avait comme des principes d'évaluation de capacité de milieu de travail. On avait tout ça en tête, mais on voyait qu'il y avait quand même une certaine variation entre les thérapeutes. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir un peu la marge de manœuvre thérapeutique, puis tenter de donner comme une espèce de processus de raisonnement pour être capable de construire ces marges de manœuvre thérapeutiques-là. Ce qu'on a fait, on a défini à l'aide de dossiers avec des experts et tout, pour chacune des dimensions, des indicateurs de mesure de la marge de manœuvre. Hein? Alors là, on a une 50aine d'indicateurs pour que, dans le fond, quand l'ergothérapeute se dit, bon, la semaine prochaine, je dois ramener mon boucher au travail, comment je vais construire une marge de manœuvre thérapeutique pour que son environnement soit capacitant et pour que l'intervention de marge de manœuvre soit une intervention capacitante aussi. Donc, vous voyez, on a tout fait ce travail-là. On a élaboré une 50aine d'indicateurs et on a fait un premier guide. Donc, on a développé un guide pour aider les gens qui font des expositions graduelles au travail de développer ces multiples environnements-là. On a testé le guide pour finalement entendre des thérapeutes. Vous voyez ici, c'est un des grilles qu'on a, là. Donc, on a les indicateurs de la marge de manœuvre, on a le type de source qu'on utilise pour ça. Et on a également au bas, et pour moi, c'est très important, et pour l'équipe, c'était très important, c'était que le jugement clinique est important aussi. Donc, on va avoir des indicateurs d'observation, mais le raisonnement que le thérapeute va se faire sur dans quelle mesure il y a une marge de manœuvre ou il n'y en a pas, ça reste là. Et ça, on ne veut pas enlever ça parce que il faut vraiment prendre en ligne de compte un ensemble d'observations pour arriver à ce jugement-là.
Donc, ce guide-là combine à la fois des indicateurs d'observation qui sont importants, mais combine aussi le jugement clinique. On a demandé à des ergothérapeutes chevronnés d'utiliser ça auprès de travailleurs qui étaient en retour thérapeutique au travail, donc un programme Préficap. Et au terme de l'étude, ce qu'ils nous ont dit, c'est si je vais à gauche, là où il y a les positifs, c'est que cet outil-là était nécessaire, que ça rendait explicite un peu plus la démarche, que ça apportait une structure, que pour les jeunes qui commençaient dans ce type de domaine-là, c'était très important, un vocabulaire commun, que c'était facile à comprendre, que c'était facile aussi à discuter de ça avec les gens de l'environnement, donc les employeurs, que ça aidait à prioriser parce que parfois on avait cette difficulté-là. Dans le guide de marge de manœuvre, on va souvent chercher c'est quoi le sentiment d'efficacité personnelle de l'individu, comment tu te sens capable de faire face à cette nouvelle marge de manœuvre-là. Et ça, les ergothérapeutes le faisaient avant et après, mais jamais pendant le processus. Donc, ça a amené tout ça et ça favorisait un contact avec le milieu de travail. Les côtés négatifs, c'est que ça prend du temps à s'approprier cet outil-là. C'est encore trop gros, trop de questionnaires, trop long. Donc, on a besoin de réduire ça pour qu'il soit un peu plus facile à utiliser. Mais on a déjà une contribution importante. Là, tout le guide de marge de manœuvre a été développé pour les troubles musculo-squelettiques. Je pense qu'il y a un effort à faire pour aller vers la santé mentale qui va quand même comprendre des éléments un peu différents, mais je pense que la structure en tant que telle, elle est là. On aurait une deuxième version à tester, à mon avis, et éventuellement, on aurait une version santé mentale à développer. Ma conclusion et ma compréhension de ce matin, c'est que le volet réadaptation au travail, on est vraiment dans le mouvement que vous décriviez, d'environnement capacitant, et on est vraiment dans ça de trouver un peu, au-delà de l'équilibre, mais vraiment trouver une marge de manœuvre pour que les individus restent en santé dans leur environnement réel de travail. Merci.